Salut à tous. Connu de certains pour son abondance en or ou par le style architectural qui s'y est implanté, l'Empire du Mali est également la plus grande organisation politique ouest-africaine n'ayant jamais existé. C'est son histoire que nous allons raconter. Nous sommes à la fin du XIIe siècle, en plein cœur de la zone soudano-sahélienne. À cette époque, suite au déclin de la dynastie almoravide, la région se retrouvait peuplée par de multiples royaumes ne cessant de se faire la guerre. Le but de ces conflits incessants, la capture d'esclaves afin que ceux-ci soient revendus dans le nord de l'Afrique au travers du commerce transsaharien. C'est donc dans ce contexte trouble qu'émergea tout d'abord le royaume du Soso. Ce nom ne vous dit peut-être rien aujourd'hui, mais sachez qu'il se trouvait au sud-est du territoire de la Mauritanie actuelle et était dirigé par le clan Soninké des Kanté. En 1200, ce fut le jeune Soumoro Kanté qui fut désigné pour prendre la tête du royaume à la place de son père. Ce nouveau roi, pleinement au fait des difficultés que traversait la région, décida d'entreprendre une politique de conquête afin d'y faire revenir le calme. Pour cela, il pouvait s'appuyer sur l'habileté des forgerons de son royaume, ceux-ci étant réputés pour leur agilité dans la confection d'équipements militaires. C'est donc sans mal que Soumoro Kanté put prendre le dessus sur ses ennemis. Conscient de son nouvel empire naissant, il lui fallait désormais lui assurer une prospérité économique. Face à ce problème, la solution était toute trouvée. Il se devait de prendre le contrôle des mines d'or. Ces mines se trouvaient sur le territoire de la province du Mandé, au sein de laquelle vivaient les membres de l'ethnie malinké et étaient dirigés par un clan de chasseurs islamisés. Mieux préparé, c'est sans grande difficulté que Soumoro put soumettre la province. Toutefois, les habitants ne désirant pas se laisser faire, ils décidèrent de faire appel à Soundiata Keïta. Ce dernier était un membre de la famille régnante, mais avait été écarté du trône à la suite de manigances politiques. Il accepta de prendre la tête de la résistance. Et c'est ainsi que de 1222 à 1235, s'engagea une guerre entre d'un côté les forces de Soumoro et d'un autre celles de Soundiata. Cette opposition prit fin dans la région de Guirina avec la victoire de Soundiata. Dès lors, les différentes chefferies et royaumes environnants vinrent prêter allégeance au nouveau vainqueur. L'année suivante, en 1236, un grand conseil fut organisé et Soundiata se vit attribuer le titre de Mansa, ce qui signifie roi des rois. C'est à compter de cette date que les historiens fixent la naissance de l'Empire du Mali. Le premier acte politique de Soundiata fut d'ériger ce qui sera appelé la charte du Mandé. Cette charte, sorte de constitution orale, garantit les droits et devoirs de chaque groupe et divise la société en castes. Dès lors, les métiers devenaient héréditaires au sein de l'Empire. Soundiata choisit la ville de Niani pour en faire sa capitale. Partant sur les bases déjà établies par le royaume Soso, il entreprit une grande politique de conquête. Et c'est ainsi que furent notamment soumis les royaumes du Jolof et du Tekrour, tous deux se trouvant sur le territoire de l'actuel Sénégal. À sa mort en 1255, l'empire allait de la boucle du Niger aux mines d'or du Bouré. Le second empereur à avoir élargi les frontières de l'empire fut le Mansa Sakora. Il régna de 1287 à 1300 et s'avéra être un chef militaire redoutable. Il soumit notamment les tribus morts du désert et raffermit l'autorité de l'Empire sur les rives du fleuve Niger. Toutefois, ce fut sous le règne du Mansa Kankou Moussa que l'Empire connut son apogée. Cet empereur gouverna de 1312 à 1337 et à sa mort, l'Empire s'étendait de l'océan Atlantique à l'ouest au lac Tchad à l'est. Il allait du Sahara au nord jusqu'à la zone forestière au sud. Mais cependant, ce fut par son pèlerinage à la Mecque en 1324 que l'empereur marqua le plus les esprits.
Par cet acte, il accrut la réputation du Mali sur la scène mondiale. Lors de ce voyage religieux, en guise d'aumône, il distribua une telle quantité d'or que le métal jaune vit son cours baisser d'environ 20% pendant à peu près une dizaine d'années au sein du royaume égyptien. À son retour, il fit construire nombre d'édifices religieux et ramena avec lui plusieurs intellectuels du monde arabo-musulman. Ce voyage permit également au Mali d'étendre ses relations commerciales et d'ajouter le royaume égyptien au rang de ses partenaires. Ce pèlerinage eut également un certain retentissement en Europe. En 1375, l'Atlas catalan offert au roi de France représente en Afrique de l'Ouest un roi portant dans une main une boule en or symbolisant sa prospérité économique et dans l'autre un sceptre représentant sa puissance politique. C'est au début du XVe siècle que commença le déclin de l'Empire. Du fait de la vasteté de son territoire, il devenait compliqué de contenir les révoltes des différents États vassaux. Ainsi, en 1433, le Mali se vit envahir par les Mossis et dans le même temps, les Touaregs se libérèrent de sa domination. À la fin du XVe siècle, l'Empire ne représentait plus qu'un petit royaume se trouvant sur le territoire du sud-ouest du Mali actuel et avait laissé place à la nouvelle puissance régnante, l'Empire Songhai. Après avoir parlé des grands événements ayant attrait à la vie de l'Empire du Mali, intéressons-nous désormais à son organisation politique, à son système économique et au type de culture qui y existait. Au niveau politique, déjà il faut savoir que le Mali était une organisation décentralisée. Au sommet de la hiérarchie, on pouvait retrouver le Mansa. Celui-ci se devait d'être un membre de la famille Keïta et ce titre ne se transmettait que de frère en frère. Le Mansa avait la charge de l'administration générale de l'Empire et devait obligatoirement prendre ses décisions en collaboration avec son épouse. De plus, le Mansa avait également un rôle juridique. Il était responsable de résoudre les litiges opposant les personnes de son administration et les administrés. Les grandes décisions politiques du couple impérial devaient être prises après consultation du Conseil des sages. Ce conseil était composé des hauts dignitaires de l'Empire, que ceux-ci soient civils ou militaires. Encore plus bas, on avait les gouverneurs des provinces. Ceux-ci étaient désignés par le pouvoir central et se devaient de travailler en collaboration avec un chef traditionnel choisi localement afin qu'ils soient plus proches des réalités de ceux qu'ils sont censés administrer. Certaines provinces pouvaient jouir davantage d'autonomie. Toutefois, elles se devaient chaque année de verser un tribut en guise de soumission et d'envoyer des combattants en cas de conflit militaire. Au nord et au sud de l'Empire, il existait 2 gouvernements militaires. Cela afin de prévenir d'éventuelles attaques extérieures. L'armée, puisqu'il en est question ici. Il s'agissait d'un élément extrêmement important dans la structure de l'Empire du Mali. Bien qu'il soit aujourd'hui compliqué de connaître son nombre exact, il faut savoir qu'elle était assez forte pour assurer la sécurité sur un territoire aussi vaste. On sait par ailleurs qu'elle était composée d'un grand nombre de fantassins et d'un plus petit nombre de cavaliers. L'efficacité de cette armée nous est par ailleurs relatée par le chroniqueur arabe Ibn Khaldoun. Celui-ci affirme que nombre de princes maghrébins faisaient appel aux soldats du Mali lorsque leur trône était menacé. De plus, Ibn Battuta, un juriste maghrébin ayant vécu au XIVe siècle, nous informe que l'une des qualités du Mali est la sécurité qu'il offre sur ses routes. Sur le plan économique, 2 choses sont ici à distinguer. D'un côté, on a l'économie externe et de l'autre, l'économie interne. Pour ce qui est de l'économie externe, elle était en grande partie occupée par les relations commerciales qu'entretenait le Mali avec les États d'Afrique du Nord. Par l'intermédiaire des grands axes qui traversaient le Sahara, les caravanes partant du Mali exportaient de l'or, du cuivre, des peaux d'animaux sauvages et des esclaves. En retour, les commerçants arabo-berbères rapportaient des étoffes précieuses, des produits de manufacture tels que des bijoux, des armes ou encore des ustensiles de cuisine, et des esclaves en plus petit nombre. L'Amérique n'étant pas encore connue, le Mali se